Chers auditeurs, chers téléspectateurs, bonjour et bienvenue au rendez-vous du magazine Top Presse. Ancien conseiller principal du président de la République Joseph Kabila, il était en charge des relations avec le Parlement et des institutions d'appui à la démocratie. Notre invité du jour est au fait des questions de la CENI. Hier, porte-parole au dialogue intercongolais des Maï Maï, sous le règne du 1+4, il se retrouve rapporteur de l'Assemblée nationale. C'est dire qu'il est au fait des questions du Parlement. Au moment où on parle dialogue, délai constitutionnel, troisième mandat et même plus récemment article 64, avec lui nous allons aussi parler de lutte contre la corruption, liberté de la presse et droits de l'homme, car qui mieux que lui pour la majorité recevoir pour parler de l'actualité vue de la présidence de la République où il y a encore peu, le 16 septembre dernier, il était en charge de toutes ces questions. Pour interviewer notre invité, Paulette Kimuntu, elle est de Congo Web Télévision, Rachel Nsita de Numérica TV et Eric Ambago de Top Congo FM. Raphaël Lououlou, bonjour. Bonjour. Ceux qui vous connaissent savent que vous étiez à l'entrée de l'AFDL, préfet de l'école Georges Simenon à Kinshasa. Pour commencer l'émission, une petite question de curiosité. Comment vous retrouvez-vous porte-parole des Maï Maï, entité au dialogue intercongolais? Ouais, vous savez, j'étais certes, comme vous le dites, préfet de l'Institut Georges Simenon à Kinshasa. J'ai évolué pendant longtemps dans l'enseignement secondaire. Vous savez, à l'entrée de l'AFDL, il y a eu un concours de la territoriale. Ça veut dire on cherchait les cadres territoriaux. Et c'est comme ça que j'ai passé mon concours à Kinshasa, mon test à Kinshasa. Et parmi les 145 administrateurs de territoire dont on avait besoin à l'époque, Raphaël Loulou s'est trouvé. Et j'étais affecté comme administrateur de territoire à Lubutu. C'est un territoire qui se trouve au nord du Maniema. Voilà, et là, j'ai commencé à travailler. Le 2 août, comme vous le savez, il y a eu l'invasion de la RDC par une rébellion venant de l'Est, le RCD Goma. Et c'est comme ça qu'un mouvement spontané est né, prenant le terme générique de Maï Maï pour contrer l'avancée de la rébellion. Parce que cette rébellion, comme vous le savez, avait à son sein des éléments rwandais. Et étant administrateur de territoire, j'étais une autorité politico-administrative et c'est comme ça que je commençais à encadrer la population locale pour barrer la route à l'ennemi. Et je me suis retrouvé encadreur de Maï Maï. C'était des jeunes gens du coin qui voulaient répondre à l'appel de l'autorité de l'époque, c'est-à-dire la politique d'autoprise en charge, voilà. Et c'est comme ça que Raphaël Loulou, autorité politico-administrative, était à la tête de cette organisation qui a pris, comme je le dis, les termes génériques de Maï Maï. Et de là, tout est parti. Je suis arrivé à Kindu et le mouvement d'autodéfense aidant, je suis devenu responsable de cette structure, de l'axe du Maniema, le Maï Maï donc, et c'est ce qui m'a amené jusqu'au dialogue intercongolais. Et là, mes pairs qui sont venus d'autres axes ont choisi que je sois leur porte-parole. Cette description amène deux questions. Première question, vous avez préféré totalement abandonner l'enseignement? Vous préférez la politique à l'enseignement? J'ai pas abandonné totalement l'enseignement parce que jusqu'à aujourd'hui, je suis assistant à l'Université pédagogique nationale et je suis assistant à l'ISIPA. Donc, j'ai pas abandonné l'enseignement, je suis encore enseignant.
Bien que faisant la politique, bien sûr. La politique incontournable au moment où le pays a besoin d'ouvriers, au moment où le politique a besoin de privés pour développer son économie. Est-ce que la politique est un passage obligé pour toute cette force civile, pour toute cette société civile afin d'exister? Est-ce que pour vous c'est un passage obligé pour obtenir les objectifs qui étaient les vôtres à l'époque? Je ne pense pas. Je ne pense pas parce que je m'en sortais déjà bien en tant qu'enseignant, je vivais bien et même après, j'espère que je continuerai à vivre bien et ma famille va toujours subvenir à ce besoin. Donc, ce n'est pas un passage obligé. Paulette Kimuntu, Congo Web. Bonjour, Monsieur Raphaël Ouloulou. Bonjour. Vous avez été porte-parole des Maïmaï au dialogue intercongolais de Sun City. Il y a eu la formation du 1+4 à la fin de ce dialogue. Aujourd'hui, il y a un autre dialogue qui profile à l'horizon. Pour vous, revenons un tout petit peu. Est-ce que la formule 1+4 était-elle une réussite pour la RDC? Oui, la formule 1+4 était une réussite parce que je connais un peu sa genèse. J'étais au début et dans les discussions, comme Christian l'a dit, j'ai été au pré-dialogue. Je connais comment nous sommes arrivés à cette formule. Précisément, c'était à l'étape de Matadi avec Moustapha Niasse, qui est aujourd'hui le président de l'Assemblée. Qui est proposé d'ailleurs comme médiateur. Ouais, le président de l'Assemblée nationale sénégalaise. Donc, le pays étant divisé à l'époque, il y avait au moins 4 partis. Et pour pouvoir ramener les uns et les autres à la table et voir comment on pouvait gérer le Congo, parce qu'on a privilégié à ce moment-là l'intérêt national, il a fallu passer par cette formule qui est, il faut le reconnaître, unique en son genre. À travers le monde, on n'a jamais trouvé un président de la République avec 4 vice-présidents. Il fallait, à ce moment-là, parce qu'il n'y avait aucune partie qui voulait être en reste, hein. C'est comme ça que sous Moustapha Niasse, à Matadi, nous avions trouvé cette formule qu'il fallait faire avaliser et ainsi nous avons eu le président de la République et 4 vice-présidents. C'est une formule riche parce que ça nous a amené à sauver la nation, ça a pacifié le pays. Est-ce qu'aujourd'hui la nation est-elle en danger pour qu'il y ait dialogue? Non, parce que nous devons nous référer à l'histoire, parce que l'histoire nous apprend toujours quelque chose. Oui. Est-ce qu'aujourd'hui la nation congolaise est-elle réellement en danger pour qu'il y ait dialogue aujourd'hui? Danger, mais peut-être pas avec la même ampleur. Parce que à l'époque, c'était des groupes armés pratiquement. Les gens prenaient les armes. Non, les groupes armés aujourd'hui ne sont pas comme les groupes armés à l'époque. C'était des rébellions, il faut dire. Les rébellions de l'époque. Et les pays étaient divisés. Et il y a des coins entiers de la République qui étaient entre les mains des rébellions où l'autorité de l'État n'était pas ressentie. Il fallait alors ramener tout le monde ensemble et c'est pourquoi cette expérience était enrichissante et ça nous a amené à avoir la paix et à dialoguer entre nous. Aujourd'hui, il n'y a pas d'armes. Ce sont des acteurs politiques qui, pour des raisons qui sont tout à fait évidentes, veulent chacun, au regard des motivations qui sont propres, hein, arriver aussi à dialoguer. Vous devez détailler ces motivations propres. Je pense. Parce qu'on ne comprend pas vos motivations. J'en viens tout de suite, Madame Paulette. C'est dire que la situation aujourd'hui, je ne dis pas que le pays est en danger. Le danger peut être moins. Moins dans quel sens? C'est dans le cadre tout simplement de cette avancée démocratique et il est tout à fait normal que les uns et les autres puissent exprimer leur point de vue et qu'on en tienne compte et c'est ce qui fait que lorsqu'il y a de points de vue divergents qu'on se mette autour d'une table et qu'on parle. Voilà pourquoi le dialogue aujourd'hui, autant qu'à l'époque de la guerre de 98, le dialogue aujourd'hui est aussi important. On n'a jamais cessé de le dire. Le dialogue est permanent. Il doit être permanent en République démocratique du Congo, autant que partout ailleurs. Quand il y a des questions d'intérêt national qui se posent, il faudrait que les gens se mettent ensemble autour d'une table pour qu'ils parlent, pour qu'ils dialoguent, pour que les avis des uns et des autres soient pris en compte, de telle sorte qu'on évite de nous tirailler, de nous rentrer dedans.
Mais ce dialogue, certains membres de l'opposition disent qu'au président Kabila, il l'avait proposé pendant de longues années. Ce dialogue, ils ne l'ont jamais eu, ils n'ont pas eu accès à lui. Aujourd'hui, ce dialogue, pourquoi est-il, selon vous, autant nécessaire ? Le dialogue aujourd'hui est nécessaire et il est important aujourd'hui. Je félicite d'abord le président de la République, son Excellence Joseph Kabila, pour avoir eu cette idée de convoquer le dialogue et auquel nous invitons pratiquement toutes les forces vives de la nation à participer parce que c'est important. Il est important, quel que soit le moment où il arrive, il est important parce que je suis sûr que ce dialogue va nous amener à de résolutions ou à de solutions pour pouvoir clarifier la situation du pays. De telle sorte que... Parce qu'aujourd'hui, quelle est la situation? Quel est le problème qui se pose aujourd'hui? Le problème qui se pose, c'est les élections à venir. Les élections en 2016. Mais les conditions dans lesquelles nous devons aller aux élections appellent nécessairement que nous dialoguons. Pourquoi? Parce que nous devons éviter à ce que le pays passe encore de moments. Je venais d'évoquer ici la triste période où le pays était divisé en plusieurs parties. Parce que les gens ne se parlaient pas. Il faudrait qu'un dialogue à fond s'installe pour que les avis des uns et des autres soient pris en compte et pour faire avancer la démocratie, pour consolider la démocratie. Voilà. Pour consolider la démocratie, il faudrait que nous nous parlions, de telle sorte que les élections à venir ne puissent pas se passer dans les conditions telles que à l'issue de ces élections ou pendant la campagne qu'il y ait des troubles, que les uns se rentrent dedans et lorsque les résultats pourront être publiés, qu'il y ait de contestations et que si celui qui passerait dirige, est au pouvoir, il va régner pendant 3-4 ans en pleine contestation. Non. Voilà pourquoi le dialogue va nous amener à avoir des élections apaisées, de telle sorte que les résultats qui sortiraient de ces élections soient des résultats qui engagent tout le monde et de manière à ce que le peuple congolais vive en paix. Ça, je pense, à mon humble avis, c'est la motivation pour que nous allions au dialogue. Et je félicite les uns et les autres, c'est-à-dire les acteurs politiques de tous bords, de la majorité, tout comme de l'opposition, qui acceptent d'aller au dialogue pour parler, pour discuter comment organiser les élections, y compris aussi les membres de la société civile qui ont accepté d'aller au dialogue dans le cadre tout simplement d'avoir des élections apaisées. C'est important. Rachel Kitsita, Numérica TV. Après Sun City, il y a eu la formule 1+4, M. Raphaël Loulou. La rumeur dit qu'après ce dialogue, il y aura la création de 3 postes de premier vice-président de la République, dont un sera confié à Étienne Tshisekedi et la primature à l'UDPS, en violation de la Constitution de la République. Est-ce que vous avez écho de cette rumeur? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que vous pouvez nous confirmer cette nouvelle ou sinon l'infirmer? Premièrement, Madame Rachel, merci beaucoup. Je n'aime pas, moi, tabler sur des rumeurs. Et avec ma petite expérience de celui qui a participé à toutes les étapes de négociation en République démocratique du Congo, je ne voudrais pas aller dans ce sens-là, c'est-à-dire avant même de dialoguer, on se partage déjà le poste. C'est comme si l'objectif final, ultime de ce dialogue, c'est la répartition des postes. Non, nous allons au dialogue, ici c'est privilégier l'intérêt de la nation congolaise. Le Congo, c'est la patrie qui est notre intérêt à tous. Et je ne pense pas que s'il faille aller au dialogue avec l'idée de partager des postes et déjà mettre à l'avant-plan telle personnalité politique ou telle autre, je dis tout de suite, là, nous avons raté. Il n'en sera pas question. Moi, je pense, à mon avis, qu'il ne s'agit pas.
il ne s'agit pas d'aller au dialogue pour partager des postes et donner le poste. Déjà, les personnalités qui occuperaient ces postes sont connues. Non, je pense que ça, ce n'est pas la démarche à encourager. Nous allons au dialogue discuter, échanger, parler, écouter les avis des uns et des autres, et à la fin, avoir une ligne de conduite. La ligne de conduite qui sera commune à tout le monde pour que nous ayons des élections libres, transparentes, apaisées. Appelez ça comme vous voulez, ajoutez d'autres épithètes. Mais au moins, à l'issue de ces élections, que le peuple congolais se retrouve. Et non pas que tel se retrouve à avoir un poste. Parce que, figurez-vous, les autres qui ne seront pas cités pour avoir de poste, ils vont dire, nous ne venons pas parce que nous n'aurons pas de poste. J'aimerais bien que les postes à partager soient la conséquence ou la résultante des échanges qu'on aura au dialogue plutôt que de mettre la charrue avant le bœuf. Alors pourquoi ces gens disent, puisque 2015 s'achève, le calendrier de la CENI n'est pas respecté, il n'y a pas élection. Vous ne rassurez pas la majorité présidentielle, de l'avis de certains analystes, qu'il y aura élection l'année prochaine. Vous ne rassurez pas l'opinion nationale et internationale. Cette émission est enregistrée à la veille du grand oral du chef de l'État devant le Congrès le 6 décembre, je crois, peut-être. Est-ce que le président de la République pourra rassurer les Congolais, la communauté internationale sur la tenue du dialogue et sur l'organisation des élections l'année prochaine? Le dialogue va résoudre tout ce cas, madame. Et c'est dont je suis sûr que le président de la République, incessamment, va annoncer, va convoquer le dialogue. Et le dialogue va être tenu. Je suis sûr qu'il y aura dialogue politique en République démocratique du Congo. Et au cours du dialogue, tous ces sujets seront évoqués. Moi, je pense que c'est mieux d'attendre le moment du dialogue que l'on commence à traiter des questions qui seront traitées lors du dialogue. Vous comprenez? Mais le dialogue sera là. Il est important parce que vous venez d'évoquer un cas, le calendrier de la CENI. Moi-même, je le dis, le calendrier de la CENI à l'heure actuelle, aujourd'hui au 28 novembre 2015, le calendrier de la CENI est dépassé. Voudriez-vous que le 30 novembre, que le président de la République dise « Nous irons aux élections » avec quel calendrier? Avec le même calendrier qui est déjà dépassé le 28 ou avec un autre calendrier que d'autres contesteraient? Pourquoi ne pas alors accepter de se mettre ensemble pour voir si le calendrier... Parce qu'il n'y a pas longtemps, beaucoup de gens ont contesté le calendrier de la CENI. La CENI, au mois de février, a publié un calendrier qui était un calendrier global. Il l'a même appelé calendrier global. Mais même s'il était global, parce qu'il y a des gens qui ont accepté que l'on intègre tous les scrutins, il y a des gens qui l'ont contesté, qui ont dit qu'il est contraignant, qu'il est ceci, qu'il est cela. Mais alors, pour éviter, excusez-moi madame, je vous laisse la parole. Pour éviter que ce calendrier-là ne fasse plus l'objet des critiques de la part des uns et des autres, il est important qu'au cours du dialogue, on en discute. De telle sorte que les avis de ceux qui les avis qui sortiront du dialogue, on le mettra à la disposition de l'organe qui est censé nous produire le calendrier, je cite la CENI, pour qu'on nous donne un calendrier qui intégrerait le point de vue de tout le monde. Et de cette manière-là, il n'y aura plus de contestation. Voilà pourquoi le dialogue est important, ne serait-ce que pour le cadre du calendrier. Et personnellement, qu'est-ce que vous pensez de cet avis ou d'une opinion qui pense qu'il faut peut-être postposer les élections locales pour s'en tenir aux élections à délai constitutionnel? Mon problème ici, madame, ceux qui disent qu'il y ait les élections locales, qu'on les mette d'abord de côté et qu'on commence les élections présidentielles et législatives, ils ont leur raison. Mais nous sommes en République démocratique du Congo en train de poursuivre. Nous sommes dans un processus. Et le processus électoral, madame, si vous constatez bien, en 2006, il y a eu des élections, des scrutins qui ont été organisés. En 2011, il y a des scrutins qui n'ont jamais été organisés. Madame, vous conviendrez avec moi que les assemblées provinciales de 2006
continue jusqu'en 2015 aujourd'hui. Vous êtes d'accord avec moi que le Sénat de 2006 continue jusqu'en 2015? Madame, voudriez-vous? Voilà des questions. Voilà des questions qui vont faire l'objet des débats au dialogue. Alors, ça veut dire que pour ne pas continuer éternellement à glisser, parce qu'il faut reconnaître, madame, ces institutions ont glissé. Ces institutions ont glissé. Ça veut dire que les glissements, peut-être vous avez peur de mots, madame, je vous le donne. Je n'ai pas peur de mots, en tout cas. Les glissements avaient déjà commencé par ces institutions. Faudrait-il continuer avec les glissements? Non, moi je pense que c'est le moment, madame, de se mettre d'accord pour que nous puissions régler tout ça. Est-ce que, monsieur Raphaël, de vous en nous, est-ce que la majorité présidentielle est prête aujourd'hui à céder le bâton de commandement? Est-ce que Joseph Kabila est prêt à quitter le pouvoir en République démocratique du Congo? Ou vous êtes dans la logique de Totondi Onante? Madame, je voudrais ici que le Congolais m'entende. Vous savez, les gens sont en train de focaliser tous les débats, toute l'attention autour de la personne de Joseph Kabila, le président de la République. Partira. Madame, je vous réponds. Le sort du président de la République est réglé par la Constitution. Et le président de la République vous a toujours dit, et je vous le dis, madame, qu'il respectera la Constitution. Madame, de quelle manière? Est-ce que... Non, s'il vous plaît. De quelle manière? Madame, vous avez la Constitution devant vous. Qu'est-ce que la Constitution dit en ce qui concerne le mandat du président de la République? Vous avez la réponse. Madame, vous aussi, vous connaissez la réponse. Bien, parce que nous deux, nous connaissons la réponse. Où est le problème? Ça veut dire que le problème ne se pose pas. Ceux qui posent de problème, ils créent un faux débat. Un faux débat parce que tout est réglé dans la Constitution. Je suis heureux, madame, qu'il y ait encore de gens, une plateforme, soit-elle, qui dit qu'on ne touche pas à la Constitution. Mais ils sont venus dire ça en retard parce que nous, à la majorité, nous avons dit nous ne touchons pas à la Constitution. Aujourd'hui, à la majorité présidentielle, la Constitution, ce n'est plus un débat. Ce n'est plus un casus belli. Non, justement, nous n'en faisons pas. C'est quoi le débat aujourd'hui? L'opposition ne parle encore un peu, mais timidement, du respect de la Constitution. Mais elle parle aujourd'hui beaucoup du glissement. D'ailleurs, ce terme est un terme qui vient de l'opposition. Aujourd'hui, à la majorité, le débat n'est plus à la Constitution, il est au glissement, c'est ça? Mais le glissement n'est même pas constitutionnel. Ce n'est pas un terme qui est dans la Constitution. Nulle part dans la Constitution, on a dit qu'il y aura glissement, il faut éviter les glissements. Il est reconnu dans la Constitution quand on dit le président sortant cède le témoin au président élu. Tout ça, c'est glissement. Vous voulez évoquer, c'est l'article 70 alinéa 2. L'article 70 alinéa 2 le dit. Est-ce que c'est la stratégie aujourd'hui de la majorité d'organiser ce glissement? Non, la majorité n'organise pas le glissement. Je dis, les débats, c'est autour de la Constitution ou dans la Constitution. Je dis, si les gens lisent, parce que les gens lisent la Constitution, ils prennent les articles, c'est un peu comme certains prédicateurs de la Bible, hein, ils tirent les versets qui leur plaisent. C'est un peu ça. Mais la Constitution est claire. Je dis, je répète, le sort du président de la République est déjà réglé dans la Constitution. Vous dites... Lorsque nous arrivons... Parce que la Constitution, et c'est ça même l'objet du dialogue, le dialogue vient régler le problème des institutions, pas le problème des individus. Pourquoi on personnalise les débats autour du président de la République, Joseph Kabila? Prenons les institutions, parce que je viens de dire ici à Madame Rachel que le Sénat, depuis 2006, est là. C'est un problème, c'est une institution. Il faut régler. Les assemblées provinciales sont là depuis 2006. Il faut régler ce cas. La question, le président de la République, moi je l'appelle personne institution. C'est une institution. Mais lui au moins, cette institution-là, tout est réglé dans la Constitution. Vous avez évoqué, Monsieur Christian, un article. L'article 70 règle tout. Il y a élection. Le président de la République aujourd'hui, actuel, va
élu, il va céder à la prestation de serment de celui qui sera élu. Ce n'est pas Joseph Kabila, le président de la République, qui refuserait, le jour où quelqu'un d'autre est élu, lui refuse de céder le bâton comme Mme Rachel a demandé. Je dis non. Éric Ambago, Top Congo FM. Je dis non, madame. Une élection avec une nouvelle constitution si après ce dialogue. Si la Constitution le permet, madame. Mais si la Constitution ne le permet pas, on suivra la Constitution. Mais je répète, le président de la République, parce qu'on veut le citer. Je ne vois pas pourquoi, madame, aujourd'hui, cette mobilisation des marches, des débats, des discours. Je vous ai suivi ici avec un acteur politique le samedi dernier, autour du président de la République, Joseph Kabila. Lorsque le Sénat a glissé, je prends le terme de l'opposition parce que Christian me dit c'est le terme qui vient de l'opposition. Lorsque le Sénat a glissé de 2006 jusqu'en 2015, j'ai pas vu autant de mobilisation. Lorsque les assemblées provinciales ont glissé depuis 2006 jusqu'en 2015, je n'ai pas vu autant de levées de boucliers. Je ne dis pas que l'institution président de la République va glisser. Je ne dis pas ça. Okay. Je dis il respectera la Constitution. Voilà pourquoi ceux qui prêtent des intentions au président de la République, Joseph Kabila, qu'il va changer, modifier la Constitution, c'est un faux débat parce que ça ne fait même pas l'objet de discussion dans la majorité présidentielle, cette question de changement de constitution. Éric Ambago, Top Congo FM. Raphaël Loulou, vous êtes au fait des questions parlementaires, d'institutions d'appui à la démocratie. Je l'étais. Vous l'étiez, vous êtes au courant de tout ce qui se passe, tout ce qui a trait à... Ouais, j'ai une petite expérience là-dessus. Oui. Jusqu'à il y a 2 mois. Hein. Voilà, ben, aujourd'hui, on parle de ce dialogue apaisé, inclusif pour des élections apaisées. Si en fait vous êtes en train de tromper l'opinion, en fait on devrait dire élection pour discuter autour de la prolongation des mandats. Il faut être plus clair. Au lieu de tromper l'opinion, de dire élection, dialogue pour des élections apaisées. La vérité, c'est élection, disons, dialogue pour un consensus autour de la prolongation des mandats. Il faut dire ça, M. Bouloulou. Bon, merci Eric. Nous ne disons pas ça. C'est pas si vous nous présentez, s'il y a moyen, je dis, s'il y a moyen de... Je retiens que, et je voudrais que tout le monde retienne ceci pour dire... Est-ce que c'est faux? Je dis, c'est faux ce que vous venez de dire, mais laissez-moi vous donner la réponse. Je voudrais que tout le monde retienne ceci pour dire. La majorité présidentielle ou la personne du président de la République respectent et continueront à respecter la Constitution. Jusqu'à ce on ne changera rien. Oui, jusqu'à ce qu'on vous présente des questions techniques. On ne changera rien. On ne contourne rien. On ne peut pas contourner la Constitution parce que tout ce que l'on doit faire, c'est en rapport avec la Constitution. On ne contourne rien. Mais au moins, dire que nous sommes en train de tromper l'opinion, c'est la prolongation qu'on veut négocier. Non. On ne négocie pas la prolongation. Mais vous négociez. Mais nous sommes, s'il vous plaît. Vous négociez la prolongation. Soyons réalistes. On a parlé avec les opposants, l'UDPS par exemple, la question qui a été clairement posée à l'UDPS. Est-ce que, au cas où on trouve un consensus sur la prolongation des mandats, vous serez d'accord d'aller dans une structure ou une organisation ou un gouvernement? L'UDPS dit ce sont les techniciens qui vont nous le dire. Apparemment, les techniciens vont le dire, c'est déjà acté. Les techniciens de la majorité diront qu'on va aller vers le prolongement. Comment voulez-vous insinuer tout simplement que les techniciens soient de la majorité? Est-ce qu'il n'y a pas de techniciens Le porte-parole de l'AMP nous a dit dernièrement, André Aliatoudou, clairement que pour l'enrôlement, il fallait s'en tenir à ce qu'a dit Jérôme Bonso, de 2 à 4 ans. Donc il est clair qu'on va discuter de cette prolongation de 2 à 4 ans. Pourquoi vous ne dites pas là? Merci. Jérôme Bonso est technicien. Est-ce qu'il est technicien de la majorité? Je dis non. Il n'est pas de la majorité. Mais la majorité a récupéré et cela sera le point du dialogue. On parlera de ces 2 à 4 ans. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Je pense que techniquement, la technique, vous savez, Eric, elle n'est pas de la majorité, elle n'est pas de l'opposition. La technique, elle est neutre.
Ce sont les réalités devant lesquelles nous nous trouvons. Si ces réalités voudraient que... Parce que j'ai parlé du cas du Sénat et du cas des assemblées provinciales. Est-ce qu'il y a un sénateur qui s'était réuni quelque part avec d'autres pour dire « nous voulons aller jusqu'en 2015 » Non. Est-ce qu'il y a des députés provinciaux qui s'étaient rassemblés quelque part pour dire « ils ont concocté quelque chose pour dire « nous voulons aller jusqu'en 2015 » Je dis non. Techniquement, ils se sont retrouvés devant une impossibilité à pouvoir quitter et ils continuent. Si techniquement, ils sont obligés, et là, ne serait-ce que ce sont des techniciens qui sont neutres, qui ne sont pas techniciens de la majorité ou techniciens de l'opposition, eux seuls vont dire il faudrait, compte tenu de, vu que, attendu que, nous constatons qu'il faudrait. On peut également créer des problèmes techniques. On peut créer des problèmes techniques. À ce moment, non, on ne le crée pas. Monsieur Loulou, la technique est neutre, Eric. La question que voilà la question. On dit, monsieur Loulou, on dit que la majorité, il n'y a pas de volonté politique pour organiser les élections du côté de la majorité. Voici l'explication. procès d'intention. Non, monsieur Loulou, il y a l'élection des gouverneurs qui aurait dû avoir lieu. Il fallait 2 millions de dollars. Et lorsque monsieur Matata Ponyo a été invité à la Cour constitutionnelle, il a dit qu'il n'y a pas d'argent. 2 millions de dollars, il n'y en a pas. De l'autre côté, on dit qu'il y a 192 projets non budgétisés qui ont été exécutés au cours de cette année budgétaire. Alors, monsieur Loulou, 2 millions de dollars pour organiser des élections, il n'y en avait pas. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est vrai ce que Matata Ponyo a dit? Ça veut dire qu'il y a beaucoup de questions là-dessus. 2 millions de dollars pour organiser des élections, il n'y en a pas. Donc il n'y aura pas 350 millions de dollars parce que pour l'élection présidentielle législative, on dit 350 millions de dollars pour organiser ces élections parce que 2 millions de dollars, on n'en a pas. Alors dites la vérité qu'il n'y a pas d'élection en 2016 et qu'on discute pour aller vers la prolongation. Soyez plus clair au lieu de cacher les motivations du dialogue. Monsieur Eric, je suis tout à fait d'accord avec vous. Je voudrais que vous preniez le temps d'inviter le Premier ministre Matata sur ce plateau, il vous expliquera. Mais au moins, je voudrais revenir. C'est important ça. Permettez-moi de terminer mon idée, mon argumentaire là-dessus. Techniquement, je reviens à ça. Sur le plan technique, nous sommes en face d'une réalité qu'on ne peut pas éluder, qu'on soit de la majorité ou de l'opposition. Il n'y aura pas élection en 2016. S'il vous plaît, laissez-moi parler. Allez-y. En 2006, déjà à la CENI, je suis heureux qu'à la CENI, il y ait des gens de l'opposition. Donc ça veut dire que même à la CENI, il n'y a pas que la majorité. Mais on a bloqué la CENI. La CENI avait un projet pour les élections. Pourquoi avez-vous les procès d'intention vis-à-vis de la majorité? Pourquoi? Nous, on a des informations. On a des informations très claires. Je voudrais que vous disiez. Monsieur Loulou. Je voudrais que vous disiez que les membres de l'opposition qui sont à la CENI. Eric, s'il vous plaît, les membres de l'opposition qui sont à la CENI, qui sont-ils devenus? Ne sont-ils plus de l'opposition? Ils sont indépendants. Par le fait d'entrer à la CENI, on devient de la majorité. Nous, on parle des faits. Le rapporteur de la CENI a écrit un communiqué. Dernièrement, il y a eu une polémique entre le gouvernement et la CENI au sujet justement du financement du processus électoral. Un gouvernement, c'est M. Baté qui a dit que le gouvernement donnait chaque mois de l'argent pour préparer les opérations préélectorales. Il y a eu cette lettre du rapporteur de la CENI qui a été retirée quelques secondes après, qu'on ne devrait plus diffuser parce que ça crée une polémique entre la CENI et le gouvernement. Qui disait la vérité? Et aussi, nous avons appris, excusez-moi, on a appris qu'il y avait déjà un projet de calendrier en gestation, où on parlait des législatives présidentielles organisées avant. Et tout d'un coup, il y a eu des missions demandées au vice-président de la CENI et la CENI était paralysée. Donc vous savez, Eric, je m'incline devant votre savoir en tant que journaliste que je connais depuis longtemps, mais il ne me revient pas de vous donner des leçons, mais permettez-moi de faire remarquer quelque chose. Lorsque vous voulez donner ou connaître la vérité, vous avez le loisir d'appeler les acteurs et de la CENI et du gouvernement, les mettre ensemble sur un plateau qui vous donne la vérité. Ils le diront. Mais un procès d'intention, je pense que sur le plan, en tant que journaliste avéré, je ne vous conseille pas de le faire. Parce que tout de suite vous serez à côté de la plaque. C'est pourquoi je dis, l'organe technique
qui nous donne un calendrier pour aller aux élections, c'est la CENI. La CENI n'a pas encore publié un autre calendrier à part celui qu'il a publié en février 2015. Aujourd'hui, je ne peux pas me permettre, moi, de commencer à supputer, de dire, tiens, il y a un calendrier en gestation et je commence à en faire un débat autour de ça. Non, je pense que vraiment, je me réserve, moi, Raphaël Louloulou, je ne fais pas le débat sur ce qui n'est pas encore publié par l'organe attitré. Là, je me réserve. Mais au moins, je dis, le calendrier publié en 2015, en février 2015 par la CENI, aujourd'hui, au 28 novembre 2015, ce calendrier est dépassé. Donc, ça ne peut pas nous amener aux élections. Élections 2016, il n'y en a pas. Si techniquement, la CENI peut nous dire qu'en décembre 2016, nous pouvons aller aux élections en respectant le calendrier de février 2015, nous irons aux élections. Mais alors, notre problème, c'est lequel? Notre problème, c'est lequel? Nous ne pouvons pas aller aux élections à la 6-4-2, Eric. Non. Le but de ces élections, c'est pour faire en sorte qu'après les élections, la vie continue paisiblement. Est-ce qu'avec ce calendrier de février 2015, nous irons aux élections et les résultats seront acceptés par tout le monde? Parce que je sais, en vous suivant, il y a des gens qui sont en train de faire la théorie de tension ou le principe du chaos. Aujourd'hui, si l'on doit dire, moi, Raphaël Loulou, je sais que quand la CENI doit commander ne serait-ce que les kits, c'est 6 mois rendus sur Kinshasa. S'ils commandent le 28 novembre, il faut 6 mois que le kit arrive à Kinshasa. Les dispatching, on n'en sait pas encore. Et autre chose, techniquement, la loi électorale qui a été votée au Parlement récemment est promulguée. La loi électorale dit que les Congolais de la diaspora, de l'étranger, vont participer aux élections. Eric, dis-moi, les Congolais disséminés à travers le monde, comment vont-ils participer aux élections organisées en République démocratique du Congo? Chacun prendra l'avion de là où il est, il atterrit en Djili. Il atterrit en Djili. S'il te plaît, Eric, s'il te plaît. Il atterrit en Djili et il va dans le bureau de vote. C'est comme ça que ça va se faire? Ou il faut un système adéquat pour le faire. Monsieur Raphaël Loulou, raison pour laquelle ce genre d'émission existe. Oui. Il n'y aura pas élection en 2016, décembre. C'est impossible. Techniquement, c'est un avis personnel. Techniquement, j'estime qu'en 2016, les élections, Jérôme Bosso l'a dit même, le processus électoral de 2011-2016 est hypothéqué. Aujourd'hui, si la CENI nous sort un autre calendrier qui nous dit que nous irons aux élections, parce que c'est l'organe technique, nous irons aux élections, mais avec le calendrier de février 2015, aujourd'hui, je dis 2016, les élections, avec tous les scrutins qui sont là, c'est impossible. Donc, c'est une réalité. Pour revenir à la question initiale. C'est une réalité. Voilà pourquoi, pour qu'il y ait ces élections apaisées, nous devons dialoguer. Nous avons très bien compris. Dialogue parce que en décembre 2016, élection, il ne peut pas y avoir. Nous avons bien compris. Mais aujourd'hui, pourquoi cela n'est pas dit clairement? Et que se passe-t-il dans votre entendement? Parce que dialogue, il va y avoir, c'est imminent, on le prépare depuis très longtemps. Dans votre entendement, qu'est-ce qui se passe entre le moment où le dialogue se termine et le moment où les élections se passent? C'est la question que tout le monde se pose. Posée autrement, qu'est-ce qui se passe entre la fin du dialogue et les élections? Ouais. C'est justement, c'est pas Raphaël Loulou qui doit vous dire exactement qu'est-ce qui se passe. C'est pourquoi, parce que la réponse à votre question nécessite que les uns et les autres, de la majorité, tout comme de l'opposition, se trouvant en face de cette réalité, doivent dialoguer. Et de ce dialogue, il y aura des résolutions qui nous engageront tous pour que les élections se déroulent de manière calme. Monsieur Raphaël Loulou, je vais poser des questions un peu plus fermées pour ne pas laisser la place à l'interprétation. Le comité permanent de la CENCO dit respect des institutions, respect de la Constitution. À la fin du dialogue, on décide de
prolonger jusqu'à la tenue d'élections crédibles, transparentes, tout ça, les institutions actuelles. Est-ce qu'il est possible, c'est d'ailleurs peut-être pour ça que UDPS et PPRD ou MP et UDPS se sont rencontrés seuls avant de se rencontrer avec les autres, est-ce qu'il est possible qu'on annonce un élargissement de la majorité? Est-ce que tout va se faire dans le respect de la Constitution? Je vous confirme, tout se fera dans le respect de la Constitution. Je répète, nous n'allons pas, parce que nous ne pouvons pas aller en dehors de ce cadre juridique, la Constitution. Parce que la Constitution vient régler le sort de toutes les institutions. Pas d'institution spéciale à l'issue du dialogue. De toutes les institutions. Pas de vice-présidence de la République à l'issue du dialogue. S'il y aura autre chose, c'est le dialogue, c'est les participants au dialogue qui le diraient. Je repose ma question. Oui. Pas d'institutions hors Constitution qui ne sont pas aujourd'hui prévues dans la Constitution à l'issue du dialogue. Pas de nouvelle institution. Pas de vice-présidence de la République. Je ne sais pas vous dire exactement. Non, je ne prédis pas les débats. Je ne prédis pas les débats du dialogue. Monsieur Raphaël Loulou. Oui. Pour qu'il y ait de nouvelles institutions qui vont à l'encontre de la Constitution, il faut qu'il y ait réforme constitutionnelle. Ouais. On parle beaucoup de référendum. Est-ce que, à l'issue de ce dialogue, on peut penser qu'il y ait référendum constitutionnel? Tout ce qui peut y avoir après le dialogue sera de commun accord, accepté de commun accord avec ceux qui seront au dialogue. Aujourd'hui, que l'on vous dise, il y aura ceci et cela. Déjà, Madame Rachel m'a dit, il y a des postes déjà à occuper à l'issue du dialogue. Vous me dites qu'il y aura, il peut y avoir des institutions spéciales après le dialogue. Moi, je vous dis, nous resterons dans le cadre du respect de la Constitution. Et s'il doit y avoir autre chose, poste à occuper, institution spéciale après le dialogue, référendum constitutionnel. C'est au dialogue qu'on doit en parler. Voilà pourquoi. Et ça sera des questions de haute portée nationale, d'intérêt national, et il faudrait que tout le monde y participe pour qu'on arrive à ce genre de questions et à trouver des solutions là-dessus. Le dialogue qui n'est pas constitutionnellement à la décision. Il faudrait, si jamais il y ait une décision du dialogue, que cela passe au référendum. Écoutez, on ne peut pas interdire aux personnes de dialoguer. Le dialogue, c'est quoi? C'est un échange. C'est une discussion. On ne peut pas... faudrait-il alors constitutionnaliser le dialogue aussi? Peut-être. Et à ce moment-là, pour ceux qui veulent qu'il y ait modification de la Constitution, ils vont l'insérer dans... Ou bien nous devons attendre que la Constitution mette une disposition en rapport la convocation du dialogue. Mais je pense que le dialogue, nous l'avons dit, il est permanent. Il peut arriver à tout moment pour régler une question qui se pose entre individus. Et pour la bonne marche de l'État, de la nation, le dialogue n'est pas exclu. Le dialogue peut arriver à tout moment lorsque le besoin se fait sentir. On l'avait bien compris, mais dans le respect de la Constitution. Paulette Kimuntu, Congo Web. Raphaël Loulou, vraiment vous vous enflammez pour ce dialogue. Moi, je me pose la question, est-ce que ce n'est pas aussi l'échec des institutions actuelles? Parce qu'on a l'impression qu'aujourd'hui, le dialogue devient la super structure qui arrangera tout. Et pourtant, on a des institutions classiques. On a l'Assemblée nationale, on a le Sénat, on a le président de la République, on a le gouvernement. On a l'impression qu'on fait tout pour que ça échoue, pour que cette super structure réalise ce que vous voulez que ça se passe dans ce pays. Est-ce que ce n'est pas l'échec des institutions classiques, Raphaël Loulou? On a l'impression, excusez-moi le terme, parce que ça commence un peu à faire mal, on a l'impression qu'on a des... à la tête du pays. Parce que le gouvernement échoue, il n'y a pas d'argent pour organiser les élections. On a l'impression que l'Assemblée nationale et le Sénat, ça ne va pas. On a l'impression que l'institution président de la République, ça ne va pas. Et c'est le dialogue aujourd'hui qui est la superstructure qui arrangera tout comme une baguette magique dans ce pays. Vous donnez l'impression, c'est que... Alors, balayons l'Assemblée nationale, balayons le Sénat, balayons le gouvernement, balayons le président de la République, et tout sortira du dialogue. Je constate, Madame Paulette, c'est vous qui vous enflammez au contraire. Mais au moins, je dis, le dialogue ne vient pas... C'est pas pour balayer tout. Et encore une fois, je n'accepterai pas le procès d'intention. Ces institutions
que vous avez cités fonctionnent normalement. Moi, je le sais. Ça ne fonctionne pas normalement, oui, Raphaël. Parce qu'il n'y a pas d'argent pour organiser les élections. Vous savez que c'est prévu dans 5 ans. De 2011 à 2015, il y aura des élections. Si le gouvernement nous sort aujourd'hui qu'il n'y a pas d'argent pour organiser, par exemple, les élections de gouverneurs, et on nous crée aujourd'hui des commissaires spéciaux qui, même dans le code constitutionnel, posent problème, bien qu'on ne peut pas aujourd'hui traiter des questions des arrêts de la Cour constitutionnelle, mais on a l'impression aujourd'hui que ça ne marche pas. Dites-nous la vérité. Si ça marche, madame. Ça marche Ça marche bien. Les faits sont là. Ça marche bien. Eric Ambago l'a bien dit, Rachel Kitty, ça l'a bien. Les faits sont là, nous ne parlons pas dans le vide. Non. Nous le vivons chaque jour. Moi, je dis, les institutions politiques de notre pays fonctionnent. Mais il y a, c'est ce que je dis, il y a de gens qui viennent avec de procès d'intention, justement. Quel genre je sais que c'est l'opposition qui vient avec des procès d'intention. Moi, je ne viens pas parler ici des individus. Je parle de problèmes qui concernent la nation pour la bonne marche de notre État. Parce que si je dois aller tel a dit, tel a dit, tel a dit, je finirai par dire mon grand-père qui est déjà mort enterré depuis plusieurs années avait dit. Donc ce n'est pas important ici. Le problème c'est l'État, la nation, l'intérêt de la nation. Voilà deux choses dont nous devons parler. Mais c'est ici que je dis, les institutions et à l'Assemblée nationale, on ne parle pas de l'intérêt de l'État. L'Assemblée nationale fonctionne normalement. Et ceux qui disent que l'Assemblée ne fonctionne pas, ils ont leurs avis, ils ont leurs procès. Et c'est ici que je vous ai dit tantôt, il y a des gens qui viennent avec des théories de tension, c'est-à-dire et des procès du chaos. Montrer, je ne cite pas. L'Église catholique va dans le procès du chaos. Ouais. Vous l'avez dit, peut-être vous êtes... Il faut le dire ça, l'Église catholique. Je ne dis pas que l'Église catholique, moi, je dis l'Église catholique, ça doit être l'arbre au milieu du village. Je ne dis pas que si l'Église catholique prend des positions tranchantes, et ça n'engage que l'Église catholique, mais je dis tout de suite que les institutions fonctionnent et qu'il n'y a pas à dire qu'il y a échec de ces institutions parce que il y a ceci, il y a cela qui n'a pas marché. Mais si ça n'a pas marché, pourquoi ne pas faire en sorte que ça marche à partir de quoi? D'un échange. Moi, je pense que si on n'a pas laissé le temps peut-être aux institutions de fonctionner. Il y a des gens qui... Il y a des gens qui... laissé le temps. S'il vous plaît, madame. Il y a des gens qui, depuis le début, depuis le début, et c'est comme s'ils sont en train de récidiver aujourd'hui. Déjà depuis 2011, il y a des gens qui ont commencé par dire que tout était nul, l'Assemblée nationale était nulle, mais malheureusement on a vu, ils sont encore allés à l'Assemblée nationale et ils sont aujourd'hui à l'Assemblée nationale. Il y a des gens qui ont dit ça. Il y a des gens qui ont dit que telle institution ne fonctionne pas, c'est nul, on ne suit pas. Mais ils recourent à cette institution-là. Mais la majorité avait refusé le dialogue à l'époque. On a dit pas le dialogue et aujourd'hui on dit dialogue, c'est ça ou rien. La majorité n'a jamais refusé le dialogue. Si, mais après les élections, il y a eu... Je vous donne deux exemples. Le président de la République a reçu les députés et les sénateurs de l'opposition pour dialoguer avec. Je crois que c'est une preuve du dialogue. Et il n'a pas refusé. Sinon, Vital Kamerhe et Lonken Guadon doivent appeler au dialogue. Kabila dit le président du gouvernement a dit non, il n'y a pas de débat. Si celui que vous citez qui était président, je crois qu'il n'aurait même pas eu le temps de recevoir les députés de l'opposition. Mais le président de la République, Joseph Kabila, par ouverture du dialogue, l'a fait. Il l'a fait. Et les gens de l'opposition, combien ne sont-ils pas partis rencontrer le président de la République et dialoguer avec lui? Ça veut dire que le dialogue est permanent. Et les institutions fonctionnent normalement. Donc il n'y a pas échec, ne faisons pas le procès d'intention, ne faisons pas encore... les journalistes ne peuvent pas, à mon humble avis, continuer à vulgariser la théorie des tensions et le principe de chaos pour dire que tout est chaos, tout est fini, tout est nul, tout est échec. Non. Il faut dire, il faut positiver que de ce dialogue, il en sortirait quelque chose. Nous venions de dire avec Mme Rachel ici qu'avant, nous avons eu le 1+4, qui est une formule qui a marché. Mais avant ça, combien de gens? Non, nous ne disons pas ça. C'est notre formule. Mais les formules, tant qu'il se posera de problèmes entre les gens, il faut toujours trouver des formules pour qu'on avance. Oui, mais depuis 60, c'est comme ça qu'il faut positiver. Toutes les discussions aboutissent à un nouveau gouvernement d'union nationale depuis 60 jusqu'à aujourd'hui. Pourquoi ne pas dire qu'après ce dialogue, il y aura un gouvernement d'union nationale ou de large union nationale? Mais ça, je crois que cette question a déjà recueilli réponse de Raphaël Louloulou, réponse ou fin de non-recevoir. Rachel.
Il ne faut pas me confondre jusqu'à ce point. Bref, messieurs... Ça commence par là, madame. Voilà. Je voudrais un peu sortir du cadre du dialogue, organisation des élections. Bref, c'est toujours l'organisation des élections. Alors que vous vous attelez, opposition majorité, à ce qu'il y ait paix, qu'il y ait organisation en République démocratique du Congo, vous avez appris que dans l'Est de la République, il y a encore, on apprend, une rébellion qui refait surface. Pourquoi c'est toujours l'Est du pays? Est-ce que vous pensez qu'en interne, il y a des tireurs, des ficelles? Est-ce que cette situation peut mettre en cause ou avoir des répercussions sur l'organisation des élections l'année prochaine ou peut-être 2016 ou sinon après le dialogue? Je ne voudrais pas faire ce jugement, porter un jugement pour dire qu'en interne, il y a des gens qui tirent des ficelles. Je ne veux pas faire ça. Mais moi, je dis, s'il y a une rébellion à l'Est qui commence à naître, telle que vous me l'apprenez, et il est tout à fait normal que les institutions de la République, c'est à ce moment-là que le gouvernement doit tout faire pour mettre fin à cette rébellion, parce que celle-ci risquerait évidemment de donner un coup de frein à l'élan. Oui, stratégie de blocage, peut-être oui, mais il n'en est pas. Ne versez pas ça sur le dos, encore une fois, de Joseph Kabila, le président de la République, pour dire que celui qui voudrait bloquer, parce qu'il est à Kinshasa ici, il n'a aucun intérêt à être à la base d'une rébellion qui commencerait dans un coin de la République, parce que lui est venu pacifier le pays. Il n'a pas besoin de créer encore de troubles. Donc, c'est ici, vous et moi, l'occasion de lancer un appel aux forces vives de la nation, à l'armée de la République démocratique du Congo, FARDC, à pouvoir tout faire, le gouvernement, bien sûr, dirigé par Matata Ponyo, le Premier ministre, de tout faire pour mettre fin à cette rébellion qui commence, parce que nous sommes sur la voie d'amener le pays vers le bon port. Le bon port, ça veut dire nous mettre autour d'une table. S'il y a des gens qui veulent, encore une fois, madame, ils ont des raisons pour créer une rébellion, qu'ils viennent au dialogue, dire pourquoi ils veulent créer une rébellion. Donc, nous pensons que même si Madame Paulette ne veut pas de cela, nous disons les institutions de la République continuent à fonctionner normalement, mais le dialogue, parce qu'il est permanent, doit être là pour pouvoir mettre les uns et les autres ensemble et discuter, trouver des solutions aux problèmes qui se posent dans notre pays. Merci Eric Ambago, Top Congo FM, merci Rachel Kitsita, Numérica TV, ainsi que Paulette Kimuntu de Congo Web Télévision d'être venus ce samedi pour cette émission Top Presse. Merci à vous, Monsieur Raphaël Louloulou. Vous aviez en charge les institutions... Vous aviez en charge les institutions de lutte contre la corruption. Aujourd'hui, ces institutions peuvent mieux faire. Vous avez en charge les institutions de l'institution d'appui à la démocratie. Il y a le CESAC. On ne va pas se juger nous-mêmes. Ah ouais. Pour vous, vous refusez. Encore qu'en termes de liberté de la presse, il y a encore beaucoup de choses à faire. Beaucoup de choses à faire, mais je pense que la République démocratique du Congo est parmi les pays qui exercent vraiment la liberté de presse. Vous n'avez qu'à voir comment, en toute liberté, vous parlez même de dirigeants politiques sans être inquiétés, chose qui n'est pas faisable sous d'autres cieux. Et ailleurs, même un peu à côté de nous, regardez, suivez mon regard. Mais au moins, ici... la liberté de la presse est là, donc le nombre d'organes de presse, vous-même vous savez en compter. J'en ai combien autour de moi là? Au moins 4. Vous avez dit tout à l'heure que les journalistes doivent aussi apprendre à reconnaître. Solennellement devant la caméra, je le reconnais. Par contre, ce que je ne connais pas, c'est au niveau des droits de l'homme. Même si on fait mieux que certains autres pays, il y a toujours, par exemple, Filimbi en prison, toujours. Alors que tout le monde demande qu'on les libère. Vous étiez en charge des institutions. La République démocratique du Congo est un pays de droit. Un pays de droit, ce n'est pas une jungle. Vous savez, quand on peut être membre d'une quelconque organisation qui, en toute liberté, exerce ses prérogatives, mais au moins dans le respect de loi de la République démocratique du Congo. Quand vous avez toutes les institutions qui disent il faut les libérer, y compris l'Assemblée nationale, on ne peut pas ne pas avoir entendu ça. Oui, on peut les libérer, mais écoutez,
la justice est indépendante dans notre pays, oui ou non? Je dis oui. Et ce n'est pas parce qu'il y a une institution qui dit il faut les libérer à 12h et à 12h05, on libère. Il y a une procédure à suivre. Si la justice a une procédure à suivre, laissons la justice faire son travail. Et je crois que les autorités judiciaires ont entendu et c'est à elles d'examiner comment ils peuvent arriver à exercer ou à appliquer ce que les autres institutions, en l'occurrence l'Assemblée nationale, a demandé. Quand Maître Tshibangou Kalala est arrêté parce qu'on dit qu'il... Maître Tshibangou Kalala est déjà en liberté. Oui, mais pour lui, ça a été très rapide. Très rapide, je crois que pour vous, vous devez savoir quel est le problème. Je ne voudrais pas ressasser ici la question. Je crois qu'il y avait des documents qu'il devait remettre et il a remis les documents. Sitôt qu'il a remis les documents, dans moins de 24 heures, Maître Tshibangou était en liberté. Qu'est-ce que doivent faire les jeunes du Filimbi pour être libérés? Qu'est-ce qu'ils doivent remettre eux pour être libérés? Il faudrait pénétrer le dossier pour savoir qu'est-ce que il était écrit dans leur dossier et savoir comment ils peuvent eux répondre. Même si on ne doit pas comparer les deux faits, Maître Tshibangou Kalala, que je respecte bien, la justice lui a demandé 1, 2, 3, 4. Maître Tshibangou Kalala a fait 1, 2, 3 et il est mis en liberté. Les gens de Filimbi, si on leur demande de faire 4, 5, 6, pourquoi ne pas faire 4, 5 pour qu'on examine le cas, s'il faut même une liberté provisoire? Apparemment, vous en savez plus que nous. Merci beaucoup, monsieur Raphaël Loulou, cadre du PPRD, le parti du président de la République, d'avoir répondu à l'invitation du magazine Top Presse. Prochain rendez-vous avec le Top Presse, ce n'est pas la semaine prochaine, mais la semaine d'après, nous recevrons le président de l'ARC, monsieur Olivier Kamitatou. L'actualité continue sur le www.topcongo.be. Le Top Presse avec Christian Loussakweno.